Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Tout d'abord, je dois vous dire qu'il y a eu un changement. Cela concerne la politique en Turquie, où ces systèmes que nous voyons, ces systèmes d'attaque et de défense. Les systèmes de défense russes S-400 vont être rendus par la Turquie. Cela dans l'idée de réintégrer le programme américain des chasseurs F-35. Autrement dit, pour que les États-Unis leur vendent le F-35, ils doivent se débarrasser des S-400. Et ainsi, la Turquie rompt de plus en plus avec cette relation qu'elle entretient avec la Russie et se tourne davantage vers l'Occident. Du moins, c'est le tournant qu'ils prennent en ce moment. Une autre image qui, a surpris aujourd'hui, c'est ce que l'on voit à Bruxelles. Nous allons voir de quoi il s'agit dans quelques instants. Mais évidemment, ce sont, d'importantes manifestations dans cette région de l'Europe, n'est-ce pas? Comme on dit, la capitale de l'Europe aussi. Regardez, cette image qui a surpris, une image que David Erickson a réussi à filmer. Dans le Montana, aux États-Unis, de nombreux arbres commencent à tomber. Selon les rapports, ce sont des vents de force ouragan qui ont abattu des dizaines d'arbres ce matin entre Hamilton et Missoula. C'est ainsi. Beaucoup d'arbres sont simplement tombés, selon les rapports. Les pompiers sont là, ils ont été informés de tout ce qui se passait. Un tas d'arbres sont tombés à cet endroit. Comment allez-vous? Merci de nous accompagner. Bonjour, il est 11h32 ici dans le nord-est du Mexique. Nous allons discuter des actualités mondiales. Que se passe-t-il? Quels sont les points, ou peut-être les plus intéressants, qui attirent l'attention aujourd'hui? On montre cette image, c'est-à-dire là-bas en Australie, sur la clôture de la plage Bondi Beach. Vous vous souvenez de cette plage où a eu lieu l'attentat contre la communauté juive? On a trouvé une voiture avec 5 personnes supposées être des islamistes qui auraient tenté de faire un mouvement suspect. Au moins, ils ont été arrêtés. 5 hommes étaient là apparemment, c'était des personnes qui étaient recherchées. En Australie, il y a aussi un peu de paranoïa, évidemment, avec tout ce qui s'est passé récemment, aussi. Une autre situation qui attire l'attention, c'est justement cette réaction qu'a eue l'OTAN elle-même. L'OTAN elle-même face à ce qui attend la Russie, l'Ukraine. Et il y a aussi un point très intéressant qu'aujourd'hui, il lance. Le même chef de l'OTAN, écoutons ce que dit le secrétaire général de l'OTAN lui-même. Et écoutons. Voyons la réaction face à ce qui se passe en Europe, entre l'OTAN, la Russie, l'Ukraine. Écoutons cela, écoutons la suite. Poutine doit savoir qu'après un accord de paix, s'il tente d'attaquer à nouveau l'Ukraine, la réaction sera dévastatrice. Et c'est exactement ainsi que nous concevons ces garanties de sécurité. Nous allons commenter ce qu'il a dit dans un instant, mais en attendant, écoutons aussi le président Loukachenko. Comme il se surnomme lui-même le dernier dictateur d'Europe, il dit ce qui suit, il dit « Les premières positions sont équipées du complexe de missiles Arechnik. Nous l'avons depuis hier et il entre en service de combat. » Ils ont déjà l'Arechnik. L'Arechnik est déjà actif, soi-disant, en Biélorussie. C'est Loukachenko lui-même qui le signale. Pendant ce temps, un commentaire de Zelensky sur le sujet de l'OTAN. Depuis le premier dialogue avec l'ancien président des États-Unis, Biden, j'ai soulevé ce sujet concernant l'OTAN. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans notre constitution et sur la voie européenne. Et je lui ai demandé, sincèrement, l'Ukraine peut-elle rejoindre l'OTAN? Parce que nous le voulons et nous comprenons que ce sont de véritables garanties de sécurité. C'était avant la guerre. Biden m'a dit, non, ils ne seront pas dans l'OTAN. C'est ça. J'ai abordé ce sujet encore et encore. Et certaines personnes à la Maison-Blanche m'ont souri et ont eu d'autres réactions à cause de cela. Et ils disaient toujours que j'étais dur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Voilà, c'est le message que je lançais là-bas à Bruxelles, ce même mois de décembre, ce même décembre là-bas. Dans ces réunions, ce sommet qui se déroule entre l'Ukraine et les dirigeants européens. Et c'est que, il est clair que l'on essaie maintenant d'établir d'une certaine manière une sorte d'article 5 spécifiquement pour l'Ukraine.
Le problème, c'est quand il ne s'agit que d'une règle qui peut facilement être enfreinte, comme d'autres accords l'ont déjà été, évidemment, puisque l'Ukraine ne veut pas céder tout ce qu'elle demande. La Russie cherche pratiquement à s'emparer de tout le territoire. Dans un moment, nous parlerons des plans que la Russie aurait, selon l'Institute for the Study of War. Quelle est cette analyse qui est faite de la guerre, vraiment sur la base des faits, sur la base des signes qui existent? Que se passe-t-il? Pour commencer, je voudrais vous dire qu'il y a un avertissement. D'un côté, l'OTAN qui dit bancage, comme nous l'avons vu dans ce commentaire, assez rapidement, mais de manière assez directe, n'est-ce pas? Poutine doit savoir qu'après un accord de paix, s'il tente d'attaquer à nouveau l'Ukraine, la réaction sera dévastatrice. C'est ainsi que nous voyons ces garanties de sécurité. Ces garanties qu'ils conçoivent sont précisément celles dont nous parlions. C'est-à-dire qu'ils conçoivent des garanties qui prévoient une contre-attaque ferme, dévastatrice, dit l'OTAN, afin que le territoire ukrainien soit respecté, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas la tentation d'une nouvelle invasion. Et il y a plusieurs réponses, l'une d'elles concerne Loukachenko lui-même, qui annonce que l'Oresnik est déjà prêt. Face à cette situation, plusieurs détails sont intéressants. Loukachenko a déclaré que l'Oresnik est arrivé sur le territoire biélorusse la veille et qu'il est déjà opérationnel pour le combat, selon ses propres dires. Et les médias d'État l'ont également rapporté, dit-il. Ce missile à moyenne portée peut transporter des ogives nucléaires et frapper avec une précision de seulement quelques dizaines de mètres, même à des milliers de kilomètres de distance. Sa présence en Biélorussie réduit le temps de réaction pour les pays de l'Alliance, augmentant ainsi le niveau de tension en Europe. La possibilité que l'attaque soit aussi immédiate, aussi proche, disons, de l'OTAN, met cet organisme sur les nerfs. Lors des manœuvres Zappa 2025, la Biélorussie avait déjà pratiqué le déploiement et le lancement simulé de l'Oresnik, ce qui anticipait ce mouvement. Merci d'avoir regardé. La Russie a utilisé ce missile à la fin de 2024 lors d'une attaque contre une usine militaire ukrainienne à Dnipropetrovsk. Vous vous souvenez de cette image frappante où l'on voyait ces missiles sortir des nuages? L'usine, bien qu'on ait d'abord affirmé qu'elle avait été totalement détruite, on a ensuite appris qu'elle avait été partiellement détruite, mais pas totalement. Donc oui, disons que le missile est puissant, mais pas tant que ça non plus. Malgré ce déploiement, Loukachenko a publiquement demandé à Donald Trump de ne pas abandonner ses efforts pour la paix. Le dirigeant biélorusse a appelé les pays européens à se taire et à ne pas gêner les négociations des États-Unis, selon Loukachenko. Bien sûr, il suit la version russe. Pendant ce temps, il est signalé que depuis 2022, après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a lancé une campagne systématique de sabotage contre l'Europe. L'objectif, c'était de fracturer le soutien européen ici, de générer le chaos interne, de surcharger les systèmes de sécurité des pays clés du continent, dit-il. Au cours de la dernière année, 145 incidents suspects ont été enregistrés par l'Associated Press, y compris des explosions, des incendies, des attaques contre des trains, des cyberattaques et du vandalisme. La Pologne et l'Estonie sont jusqu'à présent les pays de l'OTAN les plus touchés par cette campagne de cyberattaques. De guerre hybride essentiellement, mais il y a aussi des rapports de guerre hybride en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Lettonie et dans d'autres pays. En novembre, un train en Pologne a été attaqué avec des explosifs. Il n'y a pas eu de victimes, mais évidemment cela a poussé la Pologne à se mobiliser. Elle a mobilisé 10 000 soldats à la frontière. Donc, et ainsi, n'est-ce pas ? Tu peux remonter de 2025 à 2022, on a vu ces mouvements, comment ils ont monté en intensité, monté en intensité, monté en intensité. Et il a établi. Eh bien maintenant, cette remise est déjà confirmée. Je parle de Loukachenko, qui en même temps donne des interviews et fait des commentaires. Écoutez ce passage où il fait référence, par exemple, à Xi Jinping. Écoutons comment il est, comment est le président Xi, quel genre de personne il est chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il qu'il est intelligent, ordonné, incroyablement calme, comme tous les Chinois? Eh bien, c'est le commentaire qu'il fait sur Xi Jinping. Comment est Xi Jinping? Eh bien, il est chinois, non? Et il donne déjà l'explication, mais bon, disons que c'était étrange. Le commentaire qu'il fait sur Xi Jinping n'a-t-il pas arraché un sourire à celle qui l'interviewait?
Je ne sais pas vraiment qui est cette dame, mais bon, le fait est que ce commentaire attire évidemment l'attention, non ? En attendant, laissez-moi aussi vous parler de ce qui se passe sur d'autres sujets. Il y a déjà plusieurs réactions à ce qui s'est passé là-bas dans un petit restaurant. Cela s'est produit à Washington dans un bar à vin. Le secrétaire à la sécurité, le secrétaire au trésor, ce Scott Bessette, était là, et il a été abordé par une personne présente sur place. Voyons comment cela s'est passé. Regardez, il était dans le restaurant, voici le restaurant, il n'était pas en train de dîner. Le trésor. Oh, le voilà! Le fond, il est là. S-C-O-T-T-B-E-S-S-E-T. Oh, ouais. Alors, applaudissons l'homme qui mange un morceau pendant que des gens meurent de faim partout dans le monde à cause de ces sanctions, qui sont une forme de guerre économique. S-C-O-T-T-B-E-S-S-E-T, lui-même commence, c'est-à-dire il commence lui-même à huer la fille. Il se fâche parce que les gens, du restaurant ne la mettent pas dehors, ils ne font rien. Et c'est-à-dire, ils ne font rien, elle ne parle pas, elle est là, et donc, il se fâche contre le personnel parce qu'ils ne la sortent pas de force. Et il se lève, crache la nourriture et part très en colère. En fait, il y a un moment qui a pu être filmé où il se lève, voilà. Il se lève et va demander au personnel, il commence à parler avec les gens du restaurant pour qu'ils la fassent sortir. Ce que cette personne lui disait, c'est qu'en fait, ils ont commencé à couper ces aides que les États-Unis donnaient auparavant à différentes parties du monde. Et que le fait de l'avoir fait de cette manière aussi radicale, sans chercher un équilibre que quelqu'un d'autre. Tout cela, ça va entraîner plus ou moins 600 000 personnes qui vont perdre la vie. Évidemment, ce sont des choses que les États-Unis faisaient, et maintenant, c'est aussi le cas sous ce gouvernement de Trump. On ne veut pas les faire, et de cela dépendent 600 000 personnes. Parce qu'il s'agit surtout de traitements pour certaines maladies qui touchent principalement l'Afrique, n'est-ce pas ? Et le fait de les supprimer d'un coup crée effectivement un vide qui n'est pas si facile à combler. D'autres pays et organisations ont aussi commencé à contribuer, mais ils n'ont pas encore compensé cet effet. C'est essentiellement la critique adressée au secrétaire du Trésor. Et donc il a fini par quitter l'endroit. Non, il n'a pas fini par quitter l'endroit. Évidemment, non, ça ne lui a pas plu, il ne s'est pas senti très à l'aise. Et celui qui ne s'est pas senti à l'aise non plus, c'est le président de Thaïlande. Regardez, ce n'est pas d'Indonésie, enfin, le président d'Indonésie. Il a voulu prendre un bain de foule, mais seulement à moitié, un bain de foule. Mais de loin dans la camionnette, avec le président protégé par les gardes, il saluait juste les gens, non ? Et donc, regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé. Le monsieur, un homme déjà âgé, s'est approché en pensant qu'il allait juste le saluer, et quand il le salue, il lui dit « de tout, n'est-ce pas ?» En résumé, frustration, colère, retard et aide insuffisante. Surtout dans le nord de Sumatra. Il faut rappeler qu'ils ont vécu une série de problèmes, d'inondations, de pluie, et que donc, face à toutes ces catastrophes naturelles, ils disent que la réponse a été très lente. Alors, le monsieur lui criait essentiellement, il lui disait de se dépêcher. En gros, non, que la situation n'est pas prise en compte, que les soutiens, les aides n'arrivent pas. Et bon, il a continué à saluer et à prendre son bain de foule tranquillement. N'est-ce pas ? C'est en partie ce qui se passe, passons à d'autres sujets, allons à d'autres thèmes. On reviendra tout à l'heure à la géopolitique. Mais il y a un projet, une recherche très intéressante menée par des scientifiques indiens, dont j'aimerais vous parler. Allons-y. Regardez, il y a une recherche menée par des scientifiques de l'université Ashoka, en Inde. Cette étude a donc cherché à simuler le scénario le plus réaliste possible d'une pandémie de H5N1 qui est la grippe aviaire. Ils n'ont pas dit « voyons ce qui se passe si la grippe aviaire devient incontrôlable, on ne commence pas par là ». À ce point, comment dit-on, avancer chez l'humain, n'est-ce pas ? C'est-à-dire
Que se passerait-il si elle devenait non seulement infectieuse chez l'humain, mais aussi transmissible? Non, le modèle développé par un outil appelé Varatsim, qui a déjà été utilisé pour le Covid, donc cet outil a déjà été testé. Alors ils ont dit, bon, eh bien, essayons l'outil. Que se passerait-il dans ce scénario? Et ils montrent qu'un seul cas dans une ferme pourrait déclencher une chaîne de contagion dévastatrice si les premières heures ne sont pas maîtrisées. C'est-à-dire, le truc ici, c'est selon leurs résultats, et on va voir les détails tout de suite. Il faut vraiment que les fermes et les départements de santé du monde entier soient très conscients que lorsqu'il y a un cas chez l'humain, il faut agir très vite. Il faut vérifier pour éviter que la contagion ne commence pour ainsi dire. Oui, il faut faire quelque chose, disons, isoler la situation et chercher avec qui la personne a été en contact. Alors, il dit: le virus H5N1 est déjà largement présent chez les oiseaux et affiche un taux de létalité proche de 48, ce qui est extrêmement élevé chez les oiseaux, dit-il. Dans cette simulation, il dit que si cela arrivait chez l'homme, cela pourrait toucher immédiatement 10 personnes, et l'échelle deviendrait incontrôlable. À partir de là, l'étude démontre que la fenêtre critique correspond aux 2 premières contaminations. Imaginez à quel point c'est compliqué, à quel point il est difficile de limiter cela. Espérons que nous n'arrivions pas au point où cela franchisse réellement le seuil vers les humains, n'est-ce pas? Mais bon, espérons-le. Il vaut mieux être prêt, préparé et informé. Surtout les scientifiques, les médecins, les départements de santé de chaque endroit, dit-il. De plus, la transmission entre contacts primaires, secondaires et tertiaires exige des mesures encore plus drastiques. Plus tu tardes à réagir, plus la réaction va augmenter en intensité, c'est-à-dire que la réaction sera plus drastique. Pour pouvoir contenir, il dit cela, n'est-ce pas? Ici, on aborde un sujet que j'espère éviter, n'est-ce pas? Mais voilà le détail, dit-il. Les stratégies analysées pendant temps sont l'abattage des volailles. Ce qui se fait déjà, je crois que presque partout dans le monde, on abat les élevages, les volailles, là où il y a un problème de ce genre. Non, en réalité, cela ne concerne même pas la contagion humaine. En cas de grippe aviaire, on abat les volailles. On parle aussi d'un isolement précoce. Si les personnes qui ont ce problème, écoute, ce n'est pas grave, quand elles sont tranquilles, c'est bien qu'elles restent chez elles, mais qu'elles ne sortent pas de chez elles, non. C'est-à-dire qu'on respecte vraiment cette quarantaine, cet isolement pour la personne concernée, afin de ne pas créer un problème plus grave. Ils assurent aussi qu'à un moment donné, il faudra envisager la vaccination contre cette grippe aviaire. Un sujet qui, selon leurs recherches, ne freine pas beaucoup la contagion domestique, mais réduit la gravité. À cela s'ajoute la virologue Sena Ladwana de l'université Emory aux États-Unis, une virologue qui rappelle que le modèle part d'une transmission très efficace, ce qui ne sera pas toujours le cas. Autrement dit, dit-elle, les transmissions ne sont pas toujours, c'est-à-dire lorsqu'elles passent à l'homme, très souvent les transmissions sont très peu efficaces, donc elle dit que cela joue en notre faveur. Autrement dit, si cela atteint l'homme, la transmission pourrait être moins efficace que celle du modèle indien. Et cela aussi, équilibre un peu cette simulation. Pour dire, c'est une possibilité, mais ce ne sera pas forcément le cas, et cela aussi est intéressant et important à comprendre. Enfin, les auteurs soulignent que cette simulation peut être mise à jour en temps réel avec de nouvelles données. Par exemple, si cette transmission est bien inférieure à ce que le simulateur prévoit, même s'il est parfait, la transmission était bien inférieure. Tout cela va aider à comprendre comment ou à quel point ce type d'outil est risqué. XO. Et dans ce cas, la grippe aviaire chez l'humain, n'est-ce pas? Un sujet évidemment intéressant pour l'analyse, pour les statistiques, et surtout pour éviter qu'une situation de ce type ne se propage. Je pense que l'idéal serait que les mêmes modèles soient mis à jour partout dans le monde. Ces outils ont ces informations partout. Mais pourquoi? Je me demande où sont les experts, les centres de contrôle et de prévention des maladies, ce genre de choses. Et si le risque est réel, le temps reste de notre côté. Si les systèmes de détection et de réponse rapide sont renforcés, c'est, relativement simple, pour ainsi dire, d'éviter une situation.
Mais il faut renforcer les systèmes de détection et les systèmes de réponse rapide. Cela relèverait donc du travail de chaque pays, du travail de chaque institution de santé, n'est-ce pas? C'est là que se pose parfois le problème, mais bon, c'est très intéressant, vraiment, ce que ces scientifiques ont découvert. Et bon, passons à d'autres sujets importants. Notez qu'en changeant de sujet, sans aborder d'autres affaires, il rapporte que 56% du territoire cubain va subir des coupures d'électricité aujourd'hui. La combinaison de panne et du manque de carburant annonce une autre journée critique pour la population de l'île. L'entreprise d'État Union Electrica a annoncé que ce jeudi, des coupures de courant généralisées sont prévues à Cuba. Une perturbation qui pourrait atteindre 56% du territoire national pendant les heures de pointe de la demande. C'est ce qu'ils ont eux-mêmes rapporté. Maintenant, les prévisions sont très alarmantes, car c'est plus de la moitié du pays sans électricité. Encore, et c'est un sujet constant. Et une détérioration d'une infrastructure très limitée, d'ailleurs une économie très restreinte, une inflation qui a explosé. On voit donc qu'une série de problèmes de plus en plus graves s'ajoutent. Un sujet qu'on espère pouvoir résoudre bientôt, mais non, en vérité, on ne voit pas de progrès important, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cela aussi attire l'attention et bon, entre autres choses, parmi d'autres sujets, un commentaire attire l'attention, un commentaire assez choquant. Parce qu'il y a un message qui commence à inquiéter de plus en plus de la part de Donald Trump, dans lequel il fait une blague. Encore une fois pour un 3e mandat? Il y a des rires et tout ce que tu veux. Lors d'une réception de Hanouka à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a rapidement été au cœur d'une polémique nationale. Pendant qu'il parlait devant des donateurs et des leaders communautaires, ce président des États-Unis a donc déclaré qu'il pourrait briguer un 3e mandat et qu'il aurait besoin de 250 millions de dollars. Il dit: Pensez-y, je te donnerai encore 250 millions de dollars et il pourrait briguer un second mandat. Selon ce que dit Adelson, il dit « je te les donnerai ». Même si tout semblait avoir été dit sur le ton de la plaisanterie, l'épisode a ravivé, disons, un débat sur la possibilité que Trump tente de rester au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle de 2 mandats. Non, ça, le 22e amendement précise que nul ne peut être élu président plus de 2 fois. Le 12e amendement empêche quiconque est constitutionnellement éligible à la présidence d'occuper la présidence, fermant ainsi les voies alternatives. Trump, conscient du risque politique, il avait dit en octobre que la Constitution est claire et qu'il est interdit de se représenter. Mais la plaisanterie continue, n'est-ce pas? Tout comme la tentation de rester au pouvoir. Elle est là, elle continue et elle persiste. Remarquez que dans d'autres données, dans d'autres situations également importantes, il y a des progrès, un rapport, on donne plus d'informations. Avant que demain on soit prêt, le point le plus proche de 13 atlas à la Terre, comme je l'ai dit, le point le plus proche ne signifie pas qu'il sera collé à la Terre, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que ce sera le moment où il sera au point le plus proche. Mais est-ce que 699 fois la distance avec la Lune, ce sera suffisant? Arenas. Malgré cela, les outils vont permettre d'observer et de mieux comprendre cet objet interstellaire qui, selon eux, adopte un comportement apparemment de plus en plus intelligent. Ils affirment que 13 Atlas a surpris par ses jets précis vers le Soleil et ses raretés chimiques, suggérant une origine artificielle selon l'astrophysicien Aviloé. Il reconnaît avoir publié une série de réflexions dans lesquelles il réaffirme sa position. Qu'on ne peut pas confirmer pour le moment que ce soit artificiel, mais il y a des indices qui pourraient se suggérer si que cela l'est. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des choses qui ne se sont pas produites et qui auraient dû se produire, par exemple, disons... Eh bien, l'image qu'on a vue, au moins jusqu'à hier, c'est que l'objet continue de briller, même plus qu'à d'autres endroits.
Quand ils étaient avant le périhélie, avant d'être proches du Soleil, il dit. Ce qui est extraordinaire avec la brillance et le jet, c'est qu'ils ont persisté après être passés près du Soleil et qu'ils ne semblent pas diminuer. On parle même de la 16,4 degrés en passant près du Soleil, ce qui implique un alignement actif ou contrôlé, puisqu'il a fait le contraire de ce qu'il devait faire. Un objet naturel, tu dis juste quelque chose d'intelligent, cela aurait pu arriver, ce serait trop de coïncidence que l'objet fasse quelque chose de très similaire à ce qu'un vaisseau ferait. La trajectoire de l'Atlas 13 est également alignée avec le plan orbital des planètes, à moins de 5 degrés avec seulement 2% de probabilité. Un autre point qui attire l'attention, c'est que l'Atlas 13 va aussi passer à 53 millions de kilomètres de Jupiter. Ceci correspond exactement au point d'entrée dans le rayon de Hill, c'est-à-dire le point gravitationnel de Jupiter. L'objet pourrait être en train de prévoir de libérer quelque chose en s'approchant de Jupiter. Autrement dit, la théorie reste la même, il passe tout droit, mais il libère quelque chose en s'approchant, en supposant qu'il s'agisse de quelque chose d'artificiel. Jusqu'à ce point, la comète devrait déjà être désintégrée ou au moins divisée en plusieurs parties, ce qui pourrait être confirmé demain. Cela prouverait que c'est naturel. Mais le fait qu'il reste solide, qu'il conserve une masse importante et qu'il continue de briller ainsi, cela suggère qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans. L'image, ou les images qui ont été dégradées artificiellement, comme il a été démontré que l'image publique de la Chine est dégradée 3660 fois, d'autant où une image qui aurait pu être de très grande qualité a été dégradée artificiellement pour qu'on ne voit pas bien l'image. Ce genre de détail montre qu'il y a quelque chose de coordonné et de très curieux, très étrange. L'axe de rotation du 3CA a été aligné avec la direction du Soleil et cela attire aussi l'attention, c'est-à-dire l'axe de rotation aligné d'abord vers le Soleil. N'est-ce pas ? Et pas seulement cela, mais un jet s'active aussi depuis les deux pôles. Quand il pointe vers le Soleil, il change de pôle et un autre jet s'active. Ce sujet a aussi attiré l'attention. Il dit cela ? À ce sujet, il dit que l'état est aligné avec la direction solaire, aussi bien avant qu'après le périhélie, avec une marge d'erreur d'environ 8 degrés. La probabilité que cela se produise 2 fois par hasard, dit-il, est de 0. 0,00025% des points depuis qu'ils sont donnés. Les marges de jet se trouvent sur la face cachée avant le périhélie, puis sur une autre après lorsque l'objet tourne. Cela implique une capacité à maintenir ces zones thermiquement isolées pendant des mois, ce qui est physiquement improbable pour une comète naturelle. L'objet provient d'une direction qui coïncide avec le fameux signal WOW, comme nous l'avons mentionné ici, détecté en 1977 avec une différence de quelques degrés. C'est aussi quelque chose d'au moins curieux si l'on considère une composition chimique qui, selon Valverde et d'autres astrophysiciens, est de niveau industriel. En raison des proportions de nickel avec du cyanure, peu de fer, etc. Tout cela que nous avons mentionné, le manque d'eau, il n'y a que 4% d'eau dans un panache de gaz, dit-il. Eh bien, ceci, c'est extrêmement rare. Maintenant, il est plus grand, plus massif et plus rapide que les deux objets interstellaires précédents. Considérez-vous qu'il est au moins improbable qu'un objet aussi massif apparaisse naturellement dans le système solaire chaque décennie, mais cela attire simplement l'attention, n'est-ce pas ? N'est-ce pas une polarisation extrême, une polarisation négative inédite, qui est aussi un sujet dont on a parlé. Il est devenu plus brillant après son passage près du Soleil et, au lieu de faiblir après le périhélie, il a continué à s'illuminer. 8 fois plus que ce qu'il devrait, en raison de sa condition. De quel type d'éléments dispose-t-il selon le spectre lumineux ? Donc, eh bien, tu peux passer un moment à regarder toutes les anomalies. Il y en a déjà 15 aujourd'hui. Il mentionne qu'avant ces 15-là, il y en avait déjà sans solution. Jusqu'à présent, il y en a eu d'autres qui ont été résolues, mais celles-ci n'ont pas de solution. Du moins pour l'instant. C'est ça, ce n'est pas 15. 15 points différents, non ? De quoi s'agit-il ? Ici, on est clairement dans la spéculation, non ?
C'est-à-dire quand ils analysent, bon, en supposant que ce ne soit pas quelque chose de naturel et que ce soit artificiel, eh bien de quoi s'agit-il? D'une ancienne sonde? De quoi s'agit-il vraiment? De quel type de choses s'agit-il, n'est-ce pas? Il y a un défi que plusieurs scientifiques se lancent ces derniers temps, celui-ci avec d'autres scientifiques. Eh bien, jusqu'à présent, ils n'ont pas été résolus, c'est-à-dire qu'on les a proposés. Ce n'est pas une explication, disons, alternative, hein. Pour l'instant, il semble qu'on ne puisse pas démontrer physiquement ni chimiquement comment une telle condition pourrait survenir. Mais il est aussi vrai qu'il reste encore beaucoup à étudier. Les informations que possède actuellement la zone martienne n'ont pas été envoyées et ne seront apparemment pas envoyées avant février de l'année prochaine. Eh bien, cela seulement s'il l'envoie, car il y a un problème là-bas où ils pensent que cette sonde est défaillante. Vous me voyez ? Avec aussi les informations attendues entre février et mars de la zone Lewis, il se trouve que toutes les zones sont soit en panne, soit incapables d'envoyer les informations. Et ça, eh bien, ça attire aussi l'attention. Et bon, il cite cette phrase qui attire l'attention et il l'a dit. Selon lui, l'absence d'humilité intellectuelle est un problème à la fois moral et méthodologique. Il suffit simplement d'attendre les données, dit-il. Ce qui est assez passionnant dans la science, c'est d'explorer l'inconnu et les données qui en proviennent. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre imagination soit suffisante pour prévoir la nouveauté. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, alors espérons qu'il y aura bientôt plus de données pour expliquer comment un objet aussi étrange que celui-ci peut exister. C'est essentiellement ce que l'article d'aujourd'hui met en garde, qui est donc déjà l'antérieur, pas l'antérieur. À ce que demain cette proximité ait lieu, ce qui, j'insiste, ne signifie pas que demain nous aurons déjà toutes les informations. Mais au moins, il se peut que certaines images apparaissent dans les prochaines heures. Parce que, eh bien, dans les prochaines heures, déjà 19 dans d'autres parties du monde où il y a des observatoires et où ils pourront donc voir le phénomène, n'est-ce pas, d'une autre manière, non ? Ce sera aussi très intéressant. Changeons de sujet. Bien, il y a ces situations. Écoutons, comment se passent ces manifestations à Bruxelles ? Eh bien, que se passe-t-il à Bruxelles ? La situation s'est compliquée. Ces manifestations sont devenues intenses. Regardez, les gens sont là en train de rire. Non, je veux dire. Ils sont là en train de s'amuser un peu. C'est le chaos total. Ils sont très en colère. Avec la question du Mercosur, des agriculteurs bloquent Bruxelles et lancent des pommes de terre contre la police. Lors de cette manifestation, très intense, ils affirment être contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, pendant que la France et l'Italie freinent la signature. D'ailleurs, des milliers d'agriculteurs organisent ce mercredi une manifestation massive à Bruxelles contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le bloc sud-américain. Mercosur, juste au moment où les dirigeants du bloc se réunissaient lors d'un sommet clé. Voici quelques points, par exemple, plus de 7000 agriculteurs et 1000 tracteurs ont participé à ces manifestations. 1000 tracteurs, bien. D'après les rapports, les manifestants ont également incendié des pneus et ont aussi mis le feu au foin. Ils ont lancé des pommes de terre sur la police anti-émeute, qui a répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Les agriculteurs accusent également l'accord du Mercosur de permettre une avalanche de produits agricoles moins chers en provenance du Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud. Avec des réglementations plus laxistes, il est beaucoup plus facile de produire à moindre coût au Brésil et tous les produits moins chers arrivent en Europe. Les agriculteurs disent « Nous resterons à l'écart car nos produits plus chers ne trouveront pas preneur ». Alors, est-ce vraiment le cas ? Il faut trouver un équilibre, mais c'est compliqué actuellement. Rome s'est également opposé au texte actuel.
Elle s'aligne sur Paris, la Pologne et la Hongrie, qui sont 4 pays opposés à cet accord avec le Mercosur. Malgré les tensions, Ursula von der Leyen a défendu l'importance du pacte. Elle a affirmé continuer à chercher à le signer, y compris avec un voyage prévu au Brésil ce week-end. Le président d'ailleurs, Luiz Inácio Lula da Silva, a averti que c'est maintenant ou jamais pour conclure l'accord après plus de 20 ans de négociations. Et jusqu'à présent, cela n'a pas pu se faire. Eh bien, Lula dit que c'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas ? L'Allemagne, l'Espagne et d'autres pays, par exemple les pays nordiques, soutiennent l'accord, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas contre. Certains pays sont en faveur de l'accord. Augmenter les exportations de véhicules, de machines, de vin et plus encore, dit-il, en pleine guerre commerciale mondiale. Alors, d'accord, si tu affectes certains secteurs, dans ce cas-ci, eh bien, certains secteurs agricoles. Mais tu aides aussi beaucoup d'autres industries qui vont pouvoir vendre plus facilement en Amérique du Sud. Des produits, des voitures, de la technologie, peu importe. Eh bien, ça va être possible. Donc, bon, c'est un donnant-donnant. Donc il y a là un énorme sujet sur lequel tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde ne sera jamais d'accord. C'est ça le problème, non ? Certains infiltrés, affirme-t-il, ont vandalisé des fenêtres du Parlement européen. Mais les agriculteurs assurent que ce ne sont pas eux qui vandalisent, qu'ils ont seulement mis ces pneus en feu, ce qui est très spectaculaire, mais ils ne vandalisent pas l'installation. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais ils affirment qu'il y a des groupes qui s'infiltrent et qui ont commis ce genre d'action. Non, du moins c'est ce qui est rapporté, et bon, c'est aussi une partie importante du sujet, non ? Un autre sujet important. Ce qui s'est passé dans le monde, c'est cette image curieuse, n'est pas char ? N'est-ce pas ça ce que vous voyez là ? C'est comment ça s'appelle ? Comme le titre l'indique en Chine, le titre est assez dur et quelqu'un s'est rendu compte qu'il est tellement dur qu'on peut littéralement couper un ananas avec. Non, il semble que non. Le gars arrive. Bon, ça c'est viral, cette histoire que le titre est tellement dur qu'il y en a 2 qui vont là avec le titre en train de couper des pastèques, des pommes et je ne sais quoi d'autre. Tellement de choses sûrement, mais bon, tant qu'il n'abîme pas le titre. Bon, mais voilà l'image curieuse du jour. Au fait, une autre image curieuse, ce sont ces petits chiens dans un refuge. On leur a apporté plein de jouets et chaque chien pouvait choisir le sien. C'est-à-dire qu'ils sortent choisir un jouet. Vraiment étrange. Parce que tu vois, j'ai regardé toute la vidéo et on voit comment. Enfin, certains en prennent un dès le début, mais la plupart restent là à chercher. On dirait qu'ils s'enthousiasment pour un, le prennent et agissent. Bon. Je pense que c'est la connexion avec le jouet. C'est curieux et intéressant, regarde comme la petite queue remue, le chien est super excité et heureux avec son jouet. C'est-à-dire vraiment, vraiment génial. Là, comment ça s'appelle ? Eh bien la dynamique ne s'arrête pas pour ces petits chiens qui ont été sauvés, n'est-ce pas ? Aussi. Eh bien un autre des sujets qui attire l'attention, c'est que ce monsieur que nous voyons ici. Le Premier ministre de Pologne affirme que l'on est en train de vivre un point de bascule, dit-il. Et ce point de bascule signifie que tout le monde est d'accord pour dire que cela vaut la peine d'essayer. Et ce serait juste et bénéfique pour l'Europe, en veillant à ce que les garanties envers l'Europe soient assurées. Et si ces déclarations ont été faites aux médias là-bas en Europe, à Bruxelles et à l'Union européenne ? Au revoir. Image, ceci est une image créée à partir de lumière, oui, et de fumée, c'est-à-dire que tu as besoin de brouillard pour créer ce type de projection d'hologramme, enfin pas vraiment des hologrammes, dans laquelle tu as cette fumée, tu as cette sorte de vapeur qui sort, si vous la voyez. Et donc là, tu génères l'image tridimensionnelle qui est spectaculaire, non ? On dirait qu'un portail s'ouvre, comme si quelqu'un tentait d'attraper une des personnes présentes. Les touristes, évidemment, sont ravis par ce genre de projection lumineuse. Très très intéressant aussi. Eh bien, dans ces images, il montre aussi quelque chose qui va aider, donc à
ces études de géologie, n'est-ce pas? Ceci est une image qui est réalisée immédiatement en fonction des changements dans le sable, non? Là, ils sont en train de tester, n'est-ce pas? Il dit. Ce sont des effets réactifs pour l'environnement d'une réalité augmentée. Cet outil interactif pour la géoscience sera donc important. Là, il parvient à comprendre les effets des fluides de pluie à mesure que l'eau virtuelle se déplace à travers les paysages, conformément aux lois du mouvement. Eh bien, ils disent que ce sont des outils de réalité augmentée qui aideront aux études de la géologie, etc. Ce n'était pas ce genre de choses, c'était vraiment important. Passons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes intéressants. En parlant de scientifiques, au début, il y a un rapport très intéressant sur la façon dont les scientifiques ont découvert que certaines habitudes sont capables de rajeunir le cerveau. Jusqu'à plus de 8 ans. Jusqu'à présent, la recherche a réussi à démontrer que le cerveau peut rajeunir de 8 ans simplement en tenant compte de ses habitudes. Alors passons aux détails. De quelles habitudes parlons-nous, n'est-ce pas? Et donc essayer de les comprendre un peu peut peut-être nous aider à améliorer nos propres habitudes. Mais regardez ce que révèle l'étude internationale. Aujourd'hui, je vais vous révéler le responsable. C'est l'Université de Floride qui a fait cette découverte. L'étude internationale révèle que certaines habitudes parviennent à rajeunir le cerveau, par exemple, une habitude non. C'est l'optimisme. L'optimisme permet au cerveau de rester jeune. Le bon sommeil en ferait aussi partie. L'équipe de scientifiques de l'Université de Floride a révélé plusieurs découvertes surprenantes, dit-il. Adopter ces habitudes peut rajeunir le cerveau d'au moins 8 ans, dit-il. Cette découverte repose sur une étude longitudinale qui a suivi pendant plusieurs années 128 adultes d'âge moyen et plus âgés provenant de 4 continents. 70% étaient des femmes et beaucoup vivaient avec des douleurs chroniques, par exemple, avec de l'arthrose du genou et d'autres problèmes. Sinon, grâce à l'imagerie par résonance magnétique et à l'intelligence artificielle, les chercheurs ont estimé l'âge cérébral de chaque participant. Ceux ayant un mode de vie sain, optimisme, bon sommeil, gestion du stress et soutien social. Ils présentèrent des cerveaux beaucoup plus jeunes que leur âge chronologique, en moyenne de 8 ans, mais certains cerveaux étaient même encore plus jeunes que cela. Disons que la moyenne était approximative, dit-il. Au contraire, des facteurs comme la douleur chronique, les faibles revenus, le désavantage social, le stress, le manque de sommeil, toutes ces choses-là. Ils avaient des cerveaux plus âgés. Cependant, on a observé que l'impact négatif de ces difficultés diminuait avec le temps, dit-il. Si tant que l'on applique les bienfaits et les bonnes habitudes, dit-il, le cerveau peut commencer à rajeunir. D'autres habitudes consistaient aussi à ne pas fumer, à maintenir un poids sain, à prendre soin de sa santé mentale en général. L'étude a appliqué cela et a été publiée dans la revue Brian Communication. Cela renforce l'idée que nos pensées, nos sentiments et notre mode de vie. Évidemment, cela a un impact sur la santé cérébrale, même dans des contextes difficiles. Par exemple, il y avait des personnes qui vivaient des situations compliquées ou difficiles, mais qui relevaient plusieurs défis. Asthète et cieux. Les hauteurs. Cela affecte-t-il aussi la longévité ? Et si, en analysant les données d'un demi-million de personnes, ils ont conclu que la responsabilité réduit le risque de mortalité de 10%, tandis que le névrosisme l'augmente de 3%. L'extraversion était aussi un facteur protecteur, surtout aux États-Unis et en Australie. Les deux études s'accordent sur un message. Tant que tu prends de bonnes décisions pour ton mode de vie, cela va façonner ton cerveau, cela va façonner ta santé physique et émotionnelle. C'est bien, eh bien moi je trouve ça assez intéressant et facilement applicable, ce n'est pas mal, du moins pour certains de ces aspects. Et aussi, puisque nous sommes sur ce sujet, je vous apporte une autre étude que j'ai trouvée très intéressante. Celle-ci est dirigée par le biologiste Shinichi Nakagawa et a été publiée dans la revue Nature.
Cette revue scientifique montre que la science a découvert comment vivre jusqu'à 20% plus longtemps. La nouvelle étude révèle qu'éliminer certaines hormones peut prolonger la vie humaine, bien qu'ils assurent aussi que cette recherche ne parvient pas à démontrer comment. Mais aussi en pensant, ils disent « bon, ça ne va pas vous plaire », disent-ils, parce que c'est en éliminant les hormones sexuelles que la vie s'allonge. Et si l'étude scientifique, dirigée par le biologiste, a montré que c'est une découverte controversée. Et c'était seulement, pour simplement démontrer ce qui se passait chez l'humain. Ils ont constaté que leur espérance de vie augmentait de 10 à 20%. Quand on renonce à cette fonction, cela concerne évidemment les personnes âgées. En analysant les données de 117 espèces de vertébrés allant des lions jusqu'aux orques, cela a pu être démontré. Les chercheurs de l'Université de l'Alberta ont détecté un schéma clair. Tout animal stérilisé vit significativement plus longtemps que ceux dont la fonction reproductive est intacte. Cela se produit parce que le corps doit répartir ses ressources et se concentre sur le maintien de la jeunesse et la réparation des tissus. Soit il investit dans la reproduction, soit il répare et te soigne. Ou alors, tout à coup, il investit dans la fonction reproductive. Disons-le comme ça, n'est-ce pas ? Cela montre simplement l'effet général chez les animaux, dit-il, pas seulement chez les mammifères, bien que ce type de, disons cette vasectomie, dit-il, ne change pas la production hormonale, la castration, elle, le fait, en réduisant les comportements agressifs, les risques physiques et l'usure cellulaire. Eh bien, voilà une recherche assez curieuse, n'est-ce pas ? Mais qui a aussi attiré l'attention, cela devient polémique. Non, évidemment non. Toute cette recherche et une autre recherche que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle-ci qui est un développement pour pouvoir générer de l'énergie avec les vagues. Il ne s'agit pas de ce sujet, il s'agit de ce système hydraulique, s'entend, c'est un sujet qui concerne des harnais, en fait pas des harnais, qui génèrent de l'énergie. Le mouvement des vagues est transformé en électricité en utilisant des systèmes mécaniques ou hydrauliques en profitant de l'eau en mouvement. Ce n'est pas la lumière du soleil, c'est-à-dire ce n'est pas la lumière, mais c'est le mouvement dans ce cas qui génère l'énergie. Donc, de jour comme de nuit, ce système produit de l'énergie 24 heures sur 24, n'est-ce pas ? Tant qu'il y a des vagues, l'énergie continuera d'être produite. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Un autre sujet qui attire aussi l'attention en changeant de sujet. Est-ce qu'on peut mettre cette image ici ? C'est un sujet qui, au moins, attire mon attention. Voyons si je peux le mettre là. Voilà, non, il ne se fatigue pas. Voyons si ce n'est pas le Premier ministre polonais. Voilà, non ? Un député du PiS, Marek Suski, est parti très en colère lors d'une réunion de la commission de la culture. Sans se retenir, il quitte le comité en disant qu'il ne peut pas travailler avec des idiots. C'est tout ce qu'il a dit. Et il s'est levé et il est parti. Un groupe parlementaire de la coalition civique a présenté une motion réclamant des mesures disciplinaires contre ce député, pour avoir insulté les autres membres du comité de la culture du CEGEM. Eh bien, voilà un scandale, donc c'est comme ça entre politiciens, non ? Celui de droite dit tout et s'en va, voilà. Bon, passons à d'autres sujets. Que se passe-t-il là-bas au Venezuela ? Allons-y. Que se passe-t-il au Venezuela ? Nous allons parler de détails, de plusieurs sujets qui sont, intéressants dans ce cas. Tout d'abord, selon The New York Times, c'est-à-dire selon The New York Times. Il montre donc cette image dans laquelle il est rapporté que la marine vénézuélienne escorte plusieurs pétroliers entre la nuit de mardi et la matinée de mercredi. On savait déjà qu'il y avait un blocus imposé par Trump, n'est-ce pas ? Un blocus avec la marine de Trump. Pour la question pétrolière, le Venezuela affirme que les livraisons de pétrole continuent en sécurité, après avoir ordonné leur escorte par des navires de guerre. Ces navires, plutôt militaires, sont destinés aux pétroliers qui quittaient le port de José en réponse à la menace. Le blocus et des responsables américains confirment que Washington est au courant de la situation et qu'il envisage maintenant diverses options de réponse.
C'est-à-dire, il est possible que nous voyions une réponse dans ce sens. En attendant, eh bien, voyons ce que celui-ci va dire. Vous vous souvenez de cette machette? Regardez ce qui se passe maintenant avec ce Diosdado qui a sorti sa machette. Voyons cette situation. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, mais il n'y a pas n'importe quelle machette, n'est-ce pas? Ah, il y a des chevaux. Non, non, ce fait est fait avec de l'acier fondu. C'est celui-ci. Non, 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 ce n'est pas un accessoire. Vous entendez? C'est la machette du guerriero. Ça va ici, tu vois? Ça va ici, hein? Mes frères de Tupamaro me l'ont donné. Mes frères de Tupamaro, il dit, ils nous l'ont donné. Et voilà, il était là en train de montrer fièrement sa machette. Et évidemment, je ne sais pas, peut-être qu'il ne s'en souvenait pas, mais il y a toute une histoire, tout un sujet autour de ça. Parce qu'au moment où ce président Noriega du Panama a sorti sa machette, il me semble que c'était pratiquement le lendemain. Quand l'invasion est arrivée, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'attaque des États-Unis au Panama, non? Voilà pourquoi je vous le disais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, quelqu'un a dû le commenter en dessous sur Twitter et en effet, juste en bas, le premier commentaire. Il demande, l'histoire va-t-elle se répéter? Demande-lui, eh bien oui, tout le monde dit ce dont on se souvient de ce moment-là. Voilà, avec la façon dont il se lève et tout, Diosdado Cabello, exactement pareil que Noriega à ce niveau-là. Eh bien, ça fait partie de ce qui s'est passé dans ces affaires, dans ces sujets. Mais il y a eu plusieurs réactions à ce qui s'est passé avec le Venezuela. Allons dans le détail. Un grand salut à Célestial, à Francisco Ars, à toute la communauté qui nous accompagne. Merci beaucoup, très bonne journée, dit-il. Diego. Il parle d'images d'intelligence artificielle, mais lesquelles? Quelle image vient de l'intelligence artificielle? Cet Ars, eh bien, se dire, non, celui-ci, salutations, mon ami. Bien là. La chose ici, dans toute cette histoire de ce qui s'est passé avec le Venezuela et avec toutes ces affaires, c'est que ça n'a pas vraiment eu, eh bien, beaucoup d'importance. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu de mouvement réel, du moins pas de la part des États-Unis. Cela pourrait prendre un tournant énorme. Mais ils ont serré toutes les vis, ils ont, j'imagine, approché différents gouvernements. Eh bien, voilà pour commencer. Peu de réactions de la Russie, peu de réactions de la Chine, non. Hier, la Chine disait qu'elle n'aimait pas le harcèlement militaire des États-Unis là-bas. Mais ça ne va pas plus loin, n'est-ce pas? La Russie avertit Trump du risque d'une erreur grave au Venezuela. Et c'est la partie, peut-être jusqu'à présent, la plus controversée pour ainsi dire, dans tous ces moments. En Russie, c'est jusqu'à présent le seul pays qui réagit un peu, parce que jusque-là, tout était resté inchangé. C'était plutôt des commentaires diplomatiques. Et cette fois-ci, Moscou lance un appel. Avertissement après le blocus pétrolier américain contre le Venezuela, qualifié de menace pour le transport maritime international. Le gouvernement russe a élevé la voix aujourd'hui, le 18 décembre. Il avertit que les récentes décisions du président Donald Trump concernant le Venezuela pourraient en devenir une erreur fatale. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères de Russie a exprimé sa profonde préoccupation face à ce qu'il a qualifié d'escalade délibérée, des tensions, et une menace pour le transport maritime international. Cela ne fait pas partie, disons non, de l'avertissement. Cela fait suite au blocus total ordonné par Donald Trump contre tous les pétroliers sanctionnés liés au Venezuela. Cette mesure vise à exercer encore plus de pression sur Nicolás Maduro et a été renforcée par la saisie d'un navire au large des côtes vénézuéliennes la semaine dernière. C'était le moment le plus intense. Peut-être pas la prise de ce navire qui, eh bien, a suscité certaines réactions. Alors et maintenant que Millénario est une option par voie terrestre, mais ils n'ont pas précisé quand ni comment, puis deviennent ambigus et disent que ce n'est même pas forcément le Venezuela. Alors tu te demandes où, non? C'est-à-dire, toute cette situation a-t-elle été trop changeante? Et pour cette raison, il n'est pas clair quelle sera, eh bien, l'opération vers où, ou ce qui va se passer dans le cas où ce serait l'opération. N'est-ce pas?
Je pense aussi que cela doit être, important, n'est-ce pas? La situation soulève beaucoup de questions en ce moment. C'est-à-dire d'abord, dans le cas où l'on chercherait à opérer au Venezuela, est-ce qu'on va chercher un changement de régime ou rien de plus? Va-t-on intervenir contre certains laboratoires ou des endroits où des tonnes de drogue sont stockées ou quoi que ce soit, ou va-t-on maintenant agir selon un plan du genre « tu sais quoi ». Il doit y avoir un changement de gouvernement, parce que vous nous avez retiré X, Y et telle entreprise non pétrolière quand Chavez a fait toutes ces expropriations. Et puis une étape C, non. Que se déroule une opération dans laquelle, il y a essentiellement un changement. Un nouveau régime arrive et tout est renégocié. Ce n'est pas clair du tout. Ils prétendent avoir un plan, mais ils l'ont déjà affirmé souvent. Écoute, depuis la première période, juste pour se rappeler, je vous dis parfois, j'aime bien revoir les actualités passées, tu vois. Et depuis la première période, depuis la première année où il est arrivé, Donald Trump a promis qu'il avait un plan pour équilibrer ou supprimer l'Obamacare dès la première période. Oui, la deuxième année, il l'a répété, la troisième année, il l'a encore répété, et c'est ainsi que s'est déroulée la période de Biden. Et il a continué à dire qu'il avait un plan qui allait révolutionner la santé. La première année est déjà passée et il n'a pas présenté le plan. Personne jusqu'à présent ne connaît le plan. Tellement que hier, les républicains, du moins plusieurs républicains, se sont alliés aux démocrates et vont voter pour prolonger le programme Obamacare. Qu'il n'y a pas de plan, nous ne l'avons pas vu, et une période est déjà passée. 4 années supplémentaires se sont déjà écoulées cette année, qui est presque terminée, et il n'y a pas de plan. Alors, quand Donald Trump dit qu'il a un plan, ou qu'il y a un plan et qu'il ne le présente pas, il est très probable qu'il n'en ait pas. Et c'est peut-être la partie la plus préoccupante, parce qu'on ne voit toujours pas d'opération claire, on ne voit pas de plan clair. À part, harceler un peu, prendre un peu de pétrole par-ci par-là et tout ça. Mais vraiment, qu'est-ce que cela signifie pour le régime du Venezuela? C'est-à-dire, tu vas renforcer le régime parce qu'il va s'isoler, mais est-ce qu'il va se refermer? Ou qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, la grande question, mais bon, ça c'est encore sans réponse. Je veux dire, je vais voir vos avis, voir ce qu'il en est, et on va faire ça. On ne va pas aborder ce sujet. Nous revenons dans 3 minutes.
D'accord, d'accord, comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? D'accord, nous avons le volume ici, parfait, on entend bien. Voyons si vous pouvez me prévenir, hein? Comment ça s'est passé pour vous? Comment allez-vous? Salutations à la communauté et jusqu'au Brésil, à Morena Andrade. 3762. Un grand salut, comment ça se passe là-bas, hein? Il dit. Si c'est vrai pour Medicare, comment est l'état céleste? Un grand salut, bonjour à tous, qui d'autre est ici? Il dit. C'est un cirque, allez savoir ce qu'ils font derrière, il dit. Angie, salutations Angie, comment vas-tu? Très bien, il dit. L'Italie et la France vont-elles céder sur la question du Mercosur? Tu dis oui, je crois que oui, je suppose que oui, on va voir ce qui se passe, non? Pedro, comment vas-tu, Diego? Il dit. Le Venezuela n'est pas le Panama, nous sommes au XXIe siècle. Personne n'a dit le contraire, ni autre chose. Non, personne n'a dit que le Venezuela était le Panama, ni que nous n'étions pas au XXIe siècle. Mais les comparaisons, comme on dit, l'histoire ne se répète pas forcément, mais elle rime très bien. N'est-ce pas? On dirait que ce n'est pas un sujet du passé, de l'histoire. Parce qu'il y a des éléments qui se ressemblent, pas parce que tout est identique à un clone. Non, évidemment, non, il y a des éléments qui se répètent. C'est l'Amérique latine? Oui, c'est l'Amérique latine. C'est une dictature? Oui, c'est une dictature. Il porte une machette? Oui, il porte une machette. C'est-à-dire, ce sont des points, non? Des points qui sont similaires, n'est-ce pas? Et on pourrait commenter beaucoup d'autres points assez similaires, non? Le sujet du trafic, des drogues, etc., ce sont beaucoup de sujets très similaires, non? Il dit. Ça me semble être un film. Mais cela ne signifie pas que la réaction des États-Unis sera la même, non? Ni que cela doit forcément être exactement pareil. Eh bien non plus, n'est-ce pas? Évidemment, je te salue chaleureusement, dit Francisco Arce, comment vas-tu? Très bien, dit-il. Ça ressemble au film où les humains, dit Maya Mayu de l'ombre, Mayura de l'ombre, dit-il. Ça ressemble beaucoup au film où les humains. Ils n'avaient un plus d'enfants, mais ils restaient jeunes. Si cela leur arrivait, dit-il, il se pourrait que certains le fassent, c'est-à-dire pas forcément que tout le monde le ferait, n'était-ce pas? Mais oui, bien sûr que la diminution va se produire si cela arrive. Non, évidemment, personne ne dit que cela va arriver, n'est-ce pas? En fait, je pense que l'Inde l'a parfaitement démontré. L'Afrique et de nombreux pays ont de plus en plus de monde, de plus en plus de monde, de plus en plus de monde. C'est-à-dire, bon, mais oui, eh bien, soudainement, ce genre de choses, au moins, t'aide à comprendre comment fonctionne le corps humain. C'est-à-dire que soudainement, il priorise certaines choses. Non, soudainement, il donne la priorité à certains sujets. C'est pour ça que soudainement, quand les gens disent que tu es très stressé et que ça affecte ta maladie, eh bien sûr. Comment le corps peut-il guérir s'il est totalement stressé par d'autres sujets? Non. Autrement dit, on ne te le dit pas. Victoria, vive la liberté, Venezuela libre. Comment vas-tu, Juan Gabriel? Très bien, salutations, salutations. Comment vas-tu, dit Slava. Ukraine, dit Célestial, comment vas-tu? Salutations. Qui d'autre est-ce là? Dites Kerid et bonjour bébé. Vous communiquez via Instagram, donc si on a un message direct sur Instagram, tu vois, j'ai bien Instagram, mais je ne le regarde pas souvent. Si tu m'envoies un message, je le lirai, mais je peux tarder à répondre. Donc si c'est vérifie-le tout de suite, envoie-le-moi sur Twitter ou par mail. Ça, je le vérifie tous les jours, merci, pas souvent, mais sur Instagram, je le vois. Oui, je vais le voir, mais il me faudra sûrement 3 ou 4 jours, voire plus. Parfois, c'est que je ne le vérifie presque pas. Je devrais, n'est-ce pas? Je devrais le vérifier un peu plus. Comment tu vas? Salut Karim, salut Néo, bonjour à vous, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Henri Mendez aussi, salutations jusqu'au Portugal. Comment ça se passe là-bas, Henri? Que penses-tu de la situation au Venezuela? Toi qui viens de là-bas, comment vois-tu les choses? Tu crois qu'il va y avoir du mouvement ou pas? Ou il y a comme un espoir mais pas de certitude? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Marie-Hélène, salue depuis Tehuacan, Puebla, envoie du courage aux malades et à ceux qui fêtent leur anniversaire. Elle te demande comment tu vas et salue ta famille. José Zaraté, bonjour Adilson, comment vas-tu? Tu vas bien? Très bonjour Edilcia, salutations jusqu'au Panama, comment vas-tu? Odilia Guzman, comment tu t'es porté? Bonsoir, super, comment tu t'es porté Eric? Salut à Eric Marino, quoi de neuf? Ça va Sadi? Salut aussi à toute la communauté qui nous rejoint. Salutations Leonardo, très bien, merci de nous accompagner. Christy Kram, salutations aussi à l'écoute Christy, Monica Polanco, n'est-ce pas?
Monica Polanco, comment vas-tu? Merci beaucoup de nous accompagner. Merline, très bien, quelqu'un pour nous saluer. Salutations aussi à Margot. Je sais que beaucoup ne commentent pas, mais au moins dites bonjour, non? Comment allez-vous? Si vous voulez, dites-nous aussi d'où vous nous regardez, ce serait génial. Margot nous salue depuis la République dominicaine. Comment vas-tu? Salutations à toi aussi, ainsi qu'à ta famille. Etila demande. Qui va attaquer l'OTAN? Dit Etila, ou plutôt j'ai demandé. Qui attaque l'OTAN, n'est-ce pas? En réalité, cette attaque dure déjà depuis 2022, selon les informations locales. Dans une guerre hybride, il y a des cyberattaques, des sabotages, de la désinformation, etc. N'est-ce pas? Salutations Pantarida, merci beaucoup pour ce like. Margulandia McDonald, bonjour, appel à la fête dans les commentaires. Laisse-le en A, il dit, par ici. Il dit, je ne sais pas quel était le courriel, il dit, c'est toujours le même, celui qui a toujours été publié. Là, sur la chaîne, ça apparaît, et sinon c'est, José Point, PP1 Vivo con. C'est bien ça, c'est le courriel. Aussi, sur Twitter, là, il y a le courriel. Avant, il apparaissait à l'écran, il n'y a plus, n'est-ce pas? Sur la page, il y a aussi une zone de contact, type chat. Ce chat arrive directement dans ma boîte mail, donc on peut aussi passer par là, n'est-ce pas? Sur la page ppnvivo.com. Tu entres là et tu trouveras l'email ainsi que le chat, et les deux me parviennent aussi directement. Oui, c'est Joséa ppnvivo. C'est l'adresse email, d'accord? Alors notez-la pour n'importe quoi, une urgence, une note importante ou autre, je suis toujours là, d'accord? Monica, salutations jusqu'en Espagne. Super, de quelle région d'Espagne viens-tu, Monica? José Gonzalez, salut la Californie. Comment vas-tu, José? Très bien, Marline, comment ça va? Comment tu as été? Merci beaucoup, dit-il. Je t'écoute en différé et te regarde chaque jour. Merci Marline, c'est super sympa. Salutations au Brésil, ravi que tu nous suives quotidiennement. Je sais que la plupart nous regardent en différé, non à cause des notifications ou des horaires, mais chacun à sa façon. Benoît, comment vas-tu? Très bien, et toi? À toute la communauté, il dit ok, il dit super, eh bien il dit Italie. Je ne sais pas, il dit, même si Mario Crespo dit que je ne sais pas, d'autres disent non que oui. Bonjour Mars Alexandre 3, 34 du matin en Thaïlande, pas à Taïwan. Salutations jusqu'à Taïwan. Mars, hier encore, tout le message donné par le président de Taïwan. Et tu vois, je l'avais ici et je ne l'ai plus mis, mais il me semble que je l'ai mal classé, parce que je mets toujours tout dans l'ordre où ça apparaît. C'est excellent, le message est très intéressant. Je ne l'ai pas ressenti comme « je veux la guerre », mais plutôt comme « je suis prêt ». Comme si nous étions tous prêts à nous défendre ici, non? C'est-à-dire comme s'ils voient que la situation devient un peu compliquée, comme on dit, là la comparaison est vraiment parfaite, non? Oui, mais oui, c'est incroyable. Ce n'est pas compliqué de voir ce qui se passe dans cette zone. Allons. Là-bas, il y a essentiellement 2 sorties pour la Chine. Très étroite. Ici, un des 3, c'est le Japon. Ça, c'est Taïwan. Et ça, c'est le Japon. Tout ça, c'est le Japon. Jusqu'ici, il y a un peu d'eau internationale à ce point. Regardez, ici, il y a les Japonais et là d'autres. Mais ici, il y a un petit morceau qui est considéré comme un détroit, c'est-à-dire de l'eau internationale par laquelle la Chine peut sortir par ici. Et là, il y a un autre détroit, donc entre Taïwan et les Philippines, il y a un autre détroit. Donc c'est vraiment curieux, parce que la Chine a une côte immense, mais pour sortir, elle ne peut passer que par ce détroit et par cet autre détroit. Eh bien, et aussi par ici. Même pas en faisant le tour, parce que c'est tout un problème, tu dois passer entre plein de pays, mais disons que ce sont les 2 façons. Donc avoir le contrôle absolu de Taïwan, ce serait avoir le contrôle total de cette partie et permettre à la Chine de sortir comme elle veut dans toute cette zone. Donc c'est l'une des choses qui dérange le plus la Chine en ce moment, mais elle sait aussi quelle pourrait être la réaction. Elle sait ce qui pourrait arriver. Au cas où on tenterait un mouvement là-bas, n'est-ce pas? Donc oui, c'est bien cela, en insistant. Salutations en tant qu'État, excellence célestiale. Salutations de la part de Morena. En tant qu'État, comment ça va, Benedicto? Alors cet État, dit Sébastien. Aussi jusqu'en Espagne, un grand salut,
dit Catalogne, Monique Catalogne, excellent, c'est super, excellent, excellent. Ici on dit vers le nord, qui est l'Aich, qui est le nord-est de l'Espagne, excellent. Brésil, quelle région, Morena? Au fait, quelle région du Brésil? Chine dit qu'il y a des sorties compliquées. C'est vrai, c'est céleste, excellent, tu ne peux pas me... Je vous dis au revoir pour l'instant. On revient bientôt avec plus d'informations et des résumés sur l'actualité. Dans un instant, ils vont apparaître sur la chaîne. Ce soir, rendez-vous ici à 20h30. Si possible, encore plus tôt, car il y a aujourd'hui plusieurs informations très intéressantes. J'attends plusieurs rapports, ceux-ci devraient commencer à arriver dans l'après-midi. On confirmera ça tout à l'heure et on en parlera ce soir, ou plutôt si c'est urgent. Guadalupe, comment vas-tu? Salutations depuis l'état le plus paisible du Mexique, depuis Michoacán, il dit. Salutations Guadalupe, c'est comme ça que ça va se passer, tu verras, c'est comme ça que ça va se passer. Salutations Guadalupe, porte-toi bien. José Morena. Benedicto Mars évoque la situation en Asie. Nous avons un lieu d'échange, de nombreux musiciens à pratiquer. Salutations et prenez soin de vous. Nous continuons à discuter ici et aussi là-bas. Nous sommes sur Telegram, sur Twitter, sur Instagram. Il suffit de vérifier les infos là-bas, super. Eh bien, une accolade, on se voit plus tard, à bientôt. Et maintenant, oui, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi le journal télévisé Pépé en direct, où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.